messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, Emmanuel Macron et ses alliés européens s'agitent dans tous les sens sur l'Ukraine et l'armement. Nicolas de Lamberterie reviendra ensuite sur le vote des parlementaires allemands en faveur de l'endettement à des fins de réarmement, et cela au mépris du processus constitutionnel. Et enfin, nous évoquerons les derniers éléments de la crise diplomatique qui oppose Paris à Alger. Macron s'agite, mais il a déjà perdu. Le président français multiplie les initiatives en dépit de la mise au ban de son Europe de Bruxelles dans le dossier ukrainien. Élément d'explication. Jeudi, les chefs d'État et de gouvernement européens se sont réunis à Bruxelles pour discuter une fois de plus de la défense des 27 face aux dites menaces russes et au désengagement américain en Ukraine. Dans ce contexte, Emmanuel Macron, fidèle à son style volontariste, multiplie les initiatives, annonçant un nouveau sommet à Paris le 27 mars avec Volodymyr Zelensky pour finaliser le soutien à l'Ukraine. Pourtant, derrière cette agitation, un constat s'impose. Le président français est l'un des grands perdants des négociations russo-américaines qui redessinent l'échiquier géopolitique. Et ce sont les Français qui, sans l'avoir demandé, devront payer la facture d'un réarmement au niveau européen. Depuis l'investiture de Donald Trump en janvier 2025, les États-Unis ont amorcé un virage stratégique privilégiant les discussions directes avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Les pourparlers, prévus en Arabie Saoudite le 24 mars, sous supervision américaine, illustrent cette nouvelle donne. Russes et Ukrainiens négocieront via une navette diplomatique loin des sommets européens orchestrés par Macron et son nouveau compère allemand Friedrich Merz. Le président français, qui rêvait d'une Europe souveraine et d'un rôle de leader dans la crise ukrainienne, se retrouve marginalisé. Trump et Poutine, en imposant une trêve limitée sur les infrastructures énergétiques, malgré les violations persistantes comme l'attaque de la station de gaz de Soudzha, pour laquelle les deux belligérants se renvoient la responsabilité, ont relégué l'Union européenne au rang de spectatrice. À Bruxelles, le Parti populaire européen a marqué un tournant en se disant prêt, si nécessaire, à recourir à des euro-obligations pour financer un réarmement continental. Friedrich Merz est lui déterminé à rompre avec l'orthodoxie budgétaire de son prédécesseur Olaf Scholz, hostile à tout emprunt commun. Ce virage, salué par Macron, qui martèle depuis des mois la nécessité d'un mur d'investissement pour la défense, pourrait donner l'illusion d'une victoire française. Mais la réalité est plus amère. Merz, en négociation pour une coalition à Berlin, n'a pas encore tranché. Son discours sur une communauté européenne de défense, incluant le Royaume-Uni et la Norvège, dilue l'influence de Paris. Pendant ce temps, le plan à réarmer l'Europe de la Commission européenne, avec ses 150 milliards d'euros d'emprunt et une possible exonération des dépenses militaires des critères de Maastricht, risque de peser lourdement sur les États membres. Pour la France, déjà très endettée, cela pourrait se traduire par une sanction des marchés avec notamment des taux d'intérêt en hausse. Les Français, peu consultés sur cette course au réarmement et surtout sur la destination européenne de ces armements, verront leur pouvoir d'achat encore grevé par une politique décidée à Bruxelles et portée par un président en perte de vitesse et en bout de course. L'Italie et l'Espagne, où la menace russe semble lointaine, partagent cette réticence, tandis que des pays comme la Pologne, en première ligne, financent déjà massivement leur défense sans attendre lieu et surtout en achetant américains, jouant objectivement contre les intérêts des États membres qui les ont arrosés de subventions pendant des décennies. Emmanuel Macron, lui, continue de s'agiter. Son sommet du 27 mars à Paris, censé réunir une coalition des volontaires, vise à maintenir la France au centre du jeu. Mais face à la réelle politique russo-américaine et aux divisions européennes, ces gesticulations peinent à masquer son impuissance. L'Europe se réarme, certes, mais sous la pression de forces qui échappent à Paris. Et les Français, une fois encore, paieront pour une ambition qui n'est pas française et qu'ils n'ont pas choisie. La rigueur budgétaire germanique, c'est du passé. Avec le vote du Sénat, l'Allemagne s'embarque, elle aussi, dans la spirale de la dette et du réarmement. Nicolas de Lamberterie. L'Allemagne vient de voter un plan historique d'investissement et d'endettement de 1000 milliards d'euros, très nettement supérieur au plan européen de 750 milliards de relance Covid ou de 800 milliards de dépenses militaires. Le dernier obstacle au coup d'État constitutionnel allemand de ce mois de mars a été franchi sans surprise ce matin. Le Bundesrat, la chambre haute allemande, a voté la réforme constitutionnelle proposée par le Bundestag en début de semaine.
L'objet de la réforme était d'assouplir drastiquement les restrictions à l'endettement qui avaient été introduites dans la loi fondamentale allemande en 2009, alors que jusqu'à présent l'Allemagne se faisait le champion de la rigueur budgétaire face aux États dits du Sud européen considérés comme dispendieux. Désormais l'Allemagne part elle aussi dans la spirale de l'endettement. Le suicide collectif du Covid, puis la récession économique liée à l'explosion des coûts de l'énergie avec le conflit en Ukraine, et désormais la perspective d'un désengagement au moins partiel des États-Unis dans le soutien à l'Ukraine, que les Européens affirment vouloir compenser, auront donc eu raison de la rigueur allemande. Malgré tout, ce qu'il faudra aussi retenir, c'est que cette évolution majeure se sera faite au prix de la trahison immédiate et éhontée des promesses électorales du futur chancelier Merz, qui durant la campagne électorale affirmait privilégier les coupes budgétaires à l'endettement, mais aussi par le biais d'un coup d'État contre la démocratie elle-même. En effet, dans le nouveau Bundestag qu'ont élu les citoyens allemands en février dernier, les oppositions nationalistes de l'AfD et de la gauche radicale de Die Linke disposent de plus d'un tiers des parlementaires et peuvent donc bloquer un projet de réforme constitutionnelle. C'est pour cela que l'ancien Bundestag, élu en 2021, a été réuni en urgence avant que le nouveau Bundestag ne prenne ses fonctions, afin de voter cette réforme constitutionnelle. Une procédure digne d'une république bananière qui ne semble choquer personne ou presque dans l'establishment euro-mondialiste et qui rapproche chaque jour un peu plus l'Union européenne des États autoritaires à qui elle adresse pourtant de très régulières leçons de morale et de démocratie. Pour obtenir cette majorité des 2/3, il fallait également obtenir l'accord des Verts, ce qui a été fait à travers l'objet de très nombreux marchandages. En effet, les Verts, qui seront renvoyés dans l'opposition durant la prochaine mandature, n'ont pas manqué de critiquer le futur chancelier Merz. Mais ils ont obtenu 50, puis 100 milliards de budget consacrés à la politique dite du climat pour se laisser convaincre de voter la réforme. En parallèle de cela, leur chef de file, Annalena Baerbock, encore ministre des Affaires étrangères fédérale pour quelques jours, qui a été par ailleurs le premier dirigeant européen de premier plan à affirmer que l'Europe est en guerre avec la Russie, en janvier 2023, sera proposée par l'Allemagne pour la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un beau marchandage pour valider ce coup d'État démocratique. Pour en revenir au plan de 1000 milliards, il ressemble tout autant à un plan de réarmement qu'à un classique plan de relance de la croissance par la dette. Merz a notamment annoncé un plan de 500 milliards pour les infrastructures allemandes, pour les routes, chemins de fer ou ponts, qui, il est vrai, sont dans un état assez lamentable. L'autre moitié devrait donc être consacrée à des dépenses militaires. La grande inconnue est de savoir parmi ces dépenses quelle part d'armements américains seront achetés, le futur chancelier Merz s'étant prononcé en faveur de la possibilité d'acheter des armes hors de l'Union européenne dans le cadre du plan européen d'armement. Tout ceci fera probablement l'objet d'intenses marchandages en coulisses avec Washington, puisque le but de l'Allemagne est de trouver un moyen d'éviter que Trump n'impose des droits de douane sur l'importation d'automobiles ou de machines-outils allemands, possiblement en échange de commandes d'armement américains. Dernier point d'interrogation, quelle part de tout ceci ira directement ou indirectement à l'Ukraine ? Pour le moment, Merz négocie avec son futur partenaire de coalition, les sociodémocrates du SPD, pour débloquer 3 milliards d'aides supplémentaires pour l'Ukraine. Entre le décrochage économique, la liquidation de la démocratie et l'emballement de l'endettement, nul doute que l'Europe est en train de vivre des années pivots. Et il n'est pas vraiment à exclure que l'histoire jugera bien sévèrement cette période et ceux qui auront conduit le vieux continent vers les abîmes. L'Algérie continue de piétiner la France. Boualem Sansal passe devant les juges pendant que l'Élysée et le Quai d'Orsay restent dociles malgré les gesticulations de Bruno Retailleau. Renaud de Bourleuf. La crise franco-algérienne s'envenime. Jeudi, le parquet algérien requis 10 ans de prison contre Boualem Sansal, l'écrivain binational emprisonné depuis mi-novembre et accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Pendant ce temps en France, un autre Boualem a été arrêté le même jour. L'influenceur Boualem Naman, connu sous le pseudonyme Doualem, a été interpellé à Montpellier et placé en centre de rétention administrative en vue de son éloignement. Un nouvel arrêté d'expulsion devrait être pris. Un scénario qui pourrait se répéter. En janvier, l'individu avait déjà été expulsé, mais Alger avait refusé son entrée sur son sol et l'avait renvoyé dans un avion pour la France le jour même. Une humiliation confirmée par les juges français. Quelques jours plus tard, le tribunal administratif de Melun avait annulé son OQTF,
Cette fois, l'avocat de Doualem a annoncé des recours devant le juge des libertés de la détention et devant le tribunal administratif de Paris. Reste à savoir comment va intervenir le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui, la veille, parlait toujours de sa riposte graduée. La riposte graduée, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de dire, nous ne sommes pas l'agresseur, nous allons progressivement ajuster en fonction des reprises par l'Algérie de ses ressortissants. Le son de cloche ne semble pas être le même du côté d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé jeudi soir en marge du Conseil européen. Notre souhait, c'est que Boualem Sansal puisse être soigné, libéré et aller là où il veut aller. Et donc s'il souhaite quitter l'Algérie, la quitter. Et donc je pense que c'est évidemment ce qui s'est passé très grave. Je souhaite que les autorités, d'abord on attend le jugement qui j'espère interviendra rapidement, mais j'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux. Pas de riposte non plus dans le discours du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Je pense que nous devons retrouver les voies de la coopération avec l'Algérie dans l'intérêt des Français, avec exigence et sans aucune faiblesse. Une coopération nécessaire selon le ministre pour expulser les clandestins algériens, mais aussi pour travailler ensemble dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Sur ce dernier point, les deux parties maintiennent une coopération. En effet, en janvier, malgré la crise diplomatique, Alger a reçu discrètement le directeur de la DGSE, Nicolas Lernet, pour maintenir les discussions dans ce domaine. Les services algériens mettraient en avant leur expertise sur le Sahel ainsi que sur la Libye. À croire que les Français et Algériens ont besoin les uns des autres dans ce domaine. D'autre part, l'Algérie semble établir elle-même sa riposte graduée. Mercredi, le président Tebboune a interdit l'aide au développement de la France dans le pays, un dispositif qui coûte 130 millions d'euros par an. Avec laquelle nous sommes unis par des liens complexes, mais d'une densité sans équivalent et des intérêts partagés. Reste à savoir si les liens complexes évoqués par le ministre sont liés à la présence de 4 millions de binationaux franco-algériens. Un enjeu lourd en termes de poids électoral et qui pourrait permettre à Alger de se moquer de la riposte chère à Bruno Retailleau. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Trop de wokisme dévore le wokisme. Jeudi, le ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, a annulé la commande du livre pour enfants La Belle et la Bête, une version modernisée du célèbre conte destiné aux enfants de CM2 pour leurs vacances. L'auteur-dessinateur Jules y présentait des personnages qu'il considère comme adaptés à notre société contemporaine. Ils ont juste la peau un petit peu plus sombre que les contes où les filles sont blondes avec une peau très blanche. C'est juste la Belle est un petit peu plus méditerranéenne. Elle a une tête d'italienne, elle a une tête de grecque, elle a une tête de libanaise. Mais certains détails ne sont pas passés aux yeux du gouvernement. Effectivement, on a un père de famille qui arrive d'Algérie, des musulmans, qui doit commettre des fraudes, qui se fait contrôler par les policiers. Ce qui peut arriver quand même. Elisabeth Borne note qu'il s'agit d'ironie et de second degré, mais que ce n'est pas adapté à des lectures de vacances en famille et qu'il faudrait un accompagnement pédagogique. En clair, il faudrait éviter toute polémique, mais toujours, selon les mots du ministre de l'Éducation nationale, c'est un très beau livre. L'État français injecte 362 millions d'euros dans les JO d'hiver 2030 des Alpes. Jeudi, le ministre des Sports, Marie Barsac, a annoncé cette largesse devant le CIO en Grèce. Ce montant, ajouté aux 100 millions des régions, porte la part publique à 462 millions sur un budget de 2 milliards d'euros. Surtout, l'État s'engage à hauteur de 932 millions d'euros au total, 7 fois plus que les 130 millions d'euros investis pour les JO de Paris 2024, en incluant garanties et emprunts. Marie Barsac a expliqué ces dépenses par le fait que les Jeux d'hiver nécessitent un effort public plus conséquent que pour des Jeux d'été, l'événement moins suivi permettant de lever beaucoup moins d'argent, notamment via les revenus publicitaires. La France d'Emmanuel Macron, pays où il ne fait pas bon vivre. Selon le World Happiness Report 2025 publié jeudi par l'ONU, Paris est passé de la 27e à la 33e place du classement des pays où il fait bon vivre. La Finlande conserve sa place de pays le plus heureux au monde pour la 8e année consécutive. Les pays scandinaves dominent d'ailleurs ce classement avec le Danemark, l'Islande et la Suède dans le top 5 suivi des Pays-Bas. Les États-Unis chutent à la 24e position, leur pire score depuis 2012. Le Costa Rica 6e et le Mexique 10e intègrent le top 10, tandis que l'Afghanistan reste le pays le plus malheureux. Dans cette étude à prendre avec des pincettes, le bonheur est évalué à travers la satisfaction de vie, le PIB, le soutien social et la générosité. Petit tremblement de terre dans le monde de la gastronomie française. Le guide Michelin 2025 voit le chef Georges Blanc perdre sa 3e étoile dans son restaurant de Vonas dans l'Ain. Il détenait ses 3 étoiles depuis 1981.
À 82 ans, il passe à 2 étoiles, une décision inattendue que le principal intéressé semble recevoir avec philosophie. La Maison Blanc, étoilée depuis 1929, reste une référence historique. Cette rétrogradation s'accompagne du déclassement de 22 autres restaurants, 2 étoiles, le Puy Saint-Jacques dans le Gers et 21 établissements perdant leur unique étoile. 5 déclassements sont liés à des changements de direction, tandis que 21 restaurants étoilés ont fermé en 2024. La cérémonie des étoiles 2025, prévue le 31 mars à Metz, dévoilera les nouveautés de ce palmarès. L'actualité internationale, en bref. Israël étend son opération au sol à Gaza. L'armée israélienne poursuit son offensive terrestre dans le sud de ce territoire palestinien après des bombardements massifs repris mardi, rompant la trêve et faisant au moins 504 morts, dont plus de 190 mineurs, selon la défense civile. Le président israélien Isaac Herzog s'est lui-même dit troublé par cette dure réalité, critiquant implicitement Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre entend de son côté mettre la pression sur le Hamas pour libérer 58 otages. La capitale du Soudan reprise par l'armée. Ce vendredi à Khartoum, l'armée soudanaise a annoncé la reprise du palais présidentiel qui était aux mains des paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR, depuis près de 2 ans. L'armée avait regagné du terrain sur les FSR ces dernières semaines, qui contrôlent depuis le début de la guerre en avril 2023 la majeure partie de l'ouest du Soudan. Au début de la semaine, l'armée soudanaise avait annoncé avoir convergé ses forces venues du sud avec celles déjà déployées au centre de Khartoum, intensifiant ainsi la pression sur les FSR. Depuis 2 ans, le conflit au Soudan aurait causé des dizaines de milliers de morts et provoqué la plus grande crise alimentaire et de déplacements forcés dans le monde. Coup de poing dans la scène politique irlandaise. Jeudi, l'ancien champion de MMA Conor McGregor a annoncé sa candidature à la présidence de l'Irlande. L'un des principaux enjeux pour lui, soumettre le pacte européen sur la migration à un référendum. Ce texte, adopté en 2024, vise à harmoniser les politiques migratoires des États membres de l'Union européenne. Or, les Irlandais protestent de plus en plus face à l'afflux migratoire, comme les manifestations depuis la fin de l'année 2023 l'ont montré. Conor McGregor lance fréquemment l'alerte sur le sujet. L'élection présidentielle aura lieu le 11 novembre prochain. Une panne au Royaume-Uni perturbant le trafic aérien mondial. Ce vendredi matin, l'aéroport de Londres Heathrow, le plus grand d'Europe, a fermé pour toute la journée à la suite d'un incendie rapidement maîtrisé qui a provoqué une panne. L'aéroport compte 230 000 passagers et 1300 décollages et atterrissages par jour. Notons que Londres Heathrow n'est pas seulement une destination finale, de nombreux passagers y prennent des correspondances. En conséquence, plusieurs centaines de vols ont été annulés ou déroutés. Ce soir, un zoom et demain dans le Samedi politique, Élise Blaise reçoit le géopolitologue François Martin pour évoquer la réorganisation mondiale depuis le retour de Donald Trump. Dimanche, TV Liberté diffuse la 16e cérémonie des Bobards d'Or organisée par l'Institut Paul-Émiard. Également au programme Terre de Mission. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.